Bonjour à tous, deuxième partie de notre cours sur le contrôle social et la déviance. Et donc on va s'intéresser à ce processus de déviance dans cette deuxième partie. On va voir que la déviance revêt plusieurs formes. Alors ce premier texte est un texte de Howard Baker. Alors Howard Baker, c'est qui? C'est un sociologue américain qui est un des grands spécialistes de la déviance, qui a travaillé au milieu du XXe siècle justement sur cette question, et notamment sur tout le milieu jazz noir américain. Donc évidemment, à cette époque-là, les Noirs américains étaient relativement stigmatisés, et donc ont été vus comme déviants, avec un mode de vie particulier, avec aussi beaucoup de consommation de marijuana. Donc voilà, c'est un sociologue qui a vraiment travaillé là-dessus, sur cette notion de déviance, et donc on va regarder ce qu'il nous raconte. Alors la première question, comment devient-on déviant selon Howard Baker? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le texte, globalement? C'est à partir du moment où l'environnement social juge qu'un individu a transgressé les normes. L'acte de transgression en lui-même, tout seul, ne suffit pas s'il n'est pas constaté par le groupe social qui a institué la norme transgressée. Donc en fait, il n'y a pas de déviance comme ça sans personne autour, on l'a déjà abordé. Pour qu'il y ait déviance, il faut qu'il y ait constatation, puisque les normes appartiennent au groupe, et s'il n'y a plus, si le groupe n'est pas là pour voir que la norme n'est pas respectée, eh bien le groupe aussi ne peut pas sanctionner. On a vu que le contrôle social ne pouvait pas s'appliquer. Donc, quand on parle de déviance, selon Baker, on devient déviant à partir du moment où l'environnement social juge que l'on est déviant. D'accord ? Donc il n'y a pas de déviance en absolu comme ça. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, que signifie la phrase soulignée? Alors, je vous la relis juste avant. Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès, et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. Donc là, on a une notion importante, la notion d'étiquetage. En fait, l'individu, il n'est pas lui-même déviant, en fait, il n'est pas déviant par son acte, mais par l'étiquette qui lui est attribuée. C'est en fait, il a une sorte de post-it sur la tête où c'est marqué déviant. En fait, le groupe l'a constaté, il lui met le post-it sur la tête, l'étiquette en fait, et on lui attribue ce statut de déviant, justement. C'est ça qu'on appelle l'étiquetage. L'étiquetage, c'est le groupe désigne, et donc vous êtes rangé dans cette case des déviants. Voilà. Voilà comment ça se passe. Enfin, voilà ce que veut dire la phrase. Donc ça, l'étiquetage, c'est ça, c'est le groupe à retenir pour les définitions. Si je vous demande de me parler de l'étiquetage, c'est lorsque le groupe désigne l'individu comme étant déviant, d'accord ? Désigne l'individu comme ayant fait un acte déviant, plutôt. On lui met l'étiquette, cet individu a fait un acte déviant, donc il faut après sanctionner. Ça, on revient au contrôle social. Troisième question, les exemples pour chacun des cas répertoriés, puisqu'on peut obéir à la norme, on peut transgresser la norme, factuellement, et ensuite, il y a la perception du groupe. Et en fait, on peut obéir à la norme, et le groupe constate qu'on obéit à la norme. On peut obéir à la norme, et le groupe, pourtant, nous considère comme déviants. Donc là, on serait accusé à tort, en fait. Et de l'autre côté, il y a des individus qui transgressent les normes factuellement, mais qui ne sont pas perçus comme déviants, ils ne sont pas vus. Ou alors, des individus qui transgressent les normes et qui sont ils sont étiquetés par le groupe, donc ils sont perçus comme déviants. Il y a ces 4 cas de figure. J'obéis pas, et le groupe me considère comme déviant, ou le groupe ne me considère pas comme déviant. Alors, un élève sanctionné pour bavardage alors qu'il ne bavardait pas. Et bien voilà, là on a le cas d'un individu qui obéissait à la norme, il ne bavardait pas, et pour autant il a été perçu comme déviant. Voilà. Donc là on parle d'accusé à tort. Une personne fumant dans le train est interpellée par le contrôleur. Donc là on a un individu qui transgresse la norme et qui est perçu comme déviant. D'accord ? Donc là il n'est pas accusé à tort pour le coup. Troisième exemple, un conducteur qui respecte le code de la route et qui n'est jamais arrêté par la police. Et bien là, il obéit à la norme, et il n'est pas perçu comme déviant, la police ne l'arrête pas. Donc, lui, pas de problème.
Et enfin, un fraudeur fiscal qui ne se fait pas prendre. Et donc là, on a un individu qui transgresse la norme, et pour autant, il n'est pas perçu comme déviant. Voilà, puisqu'il ne s'est pas fait choper. Donc on a les 4 cas de figure. Je transgresse et je me fais attraper. Je transgresse et je ne me fais pas attraper. Je ne transgresse pas et personne ne me dit rien. Ou alors je ne transgresse pas, mais pour autant le groupe me juge comme déviant. Il y a ces 4 cas de figure. Ça, c'est pour Becker. Hein. C'est lui qui a fait c'est ce qu'on appelle une typologie. On fait des grandes catégories, des grands types. Voilà. Donc la déviance, hein, elle crée elle donne lieu à cet étiquetage. Que ce soit vrai ou faux d'ailleurs, en fait, peu importe que l'individu transgresse ou pas, à partir du moment où il a une étiquette, il est perçu comme déviant. Donc c'est comment le groupe le perçoit qui compte, c'est pas ce qu'il a fait. Activité suivante. La déviance dépend du milieu social. Il y a une petite erreur dans le PowerPoint, peu importe, sur le titre. Alors là, on a 2 illustrations de déviance potentielle, de potentielle déviance. La consommation d'alcool abusive et ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. On y viendra dans un deuxième temps. Alors, dans ce premier texte, là on est dans le milieu du rugby, principalement, et il y a de la consommation importante d'alcool, cette fameuse 3e mi-temps, justement. Alors on va en discuter. Première question, montrer que le jugement porté sur l'alcool peut varier selon le milieu social. Alors en fait, l'alcool, notamment en France, c'est globalement toléré, dans à peu près tous les milieux. Ce qui est moins toléré, en fait, alors c'est pas dans le texte, cette question était dure, parce que moi je trouve que vous pouviez pas répondre. Ce qui est moins toléré, c'est l'addiction et c'est les états d'ébriété. Il y a des milieux sociaux, plus on monte en termes de milieu social, plus la perte de contrôle de soi sera mal vue. En fait, plus on est dans les milieux bourgeois favorisés, et plus la perte de contrôle sera vue comme quelque chose de négatif. À l'inverse, dans les milieux populaires, quelqu'un qui boit beaucoup, qui est capable d'encaisser, lui sera vu, alors c'est toujours assez masculin ça, mais il sera vu comme viril. Voilà. Donc ce serait une performance en fait. Alors que dans un milieu plutôt favorisé bourgeois, là ce sera vu comme quelque chose de quelque part de transgressif, et puis en fait ce sera vu comme négatif. Hein, quelqu'un qui perdrait le contrôle, qui serait pas capable de se comporter correctement, etc. Donc là, en fait, le milieu social joue sur la consommation excessive d'alcool. Sur la consommation d'alcool en elle-même, globalement, en France, c'est toléré dans tous les milieux sociaux. Évidemment, si vous êtes musulman, là, l'alcool est interdit, donc là, c'est un petit peu différent. Il peut y avoir des interdits culturels d'une partie de la population, mais globalement, dans la population, c'est toléré. Après, c'est toléré dans certains cadres. Par exemple, au travail, c'est interdit. Donc là, on a dans des environnements sociaux dans lesquels on accepte ou on n'accepte pas aussi l'alcool. Voilà. Je vous mets la réponse ici. De manière générale, elle est acceptée dans de nombreux milieux sociaux tant qu'elle n'entraîne pas de dépendance trop manifeste. Malgré tout, la consommation régulière est plutôt valorisée dans les milieux ouvriers. On appréciera le côté joyeux et bon vivant des buveurs. Oui, j'avais oublié ça. D'autant que boire de l'alcool est une marque de virilité. Dans les milieux plus bourgeois, on appréciera davantage la retenue et la discrétion, y compris dans les comportements masculins. La virilité, elle, dans les milieux bourgeois, j'y reviens parce que c'est un truc important, elle s'exprime autrement. Notamment, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir c'est ça la marque de virilité pour les hommes dans les milieux bourgeois. Donc, faut pas croire quand je parle des milieux ouvriers, justement, et cette dimension, cet attrait pour la virilité physique, il faut pas croire que dans les milieux favorisés, elle n'existe pas. C'est juste qu'en fait, elle s'exprime différemment. Et donc, la domination, elle est par le pouvoir économique et politique dans les milieux plus favorisés. Donc, plus j'ai de pouvoir d'achat, plus j'ai d'influence dans mon entreprise ou dans ma commune parce que je suis élu local, etc., etc. Donc, en fait, la force, quelque part, cette maîtrise de son environnement, elle passe par d'autres biais, d'autres canaux. Voilà, ce quand on change de milieu social. Je ferme la parenthèse. Voici pour notre première question. Si je reviens un petit peu en arrière, deuxième question. Pourquoi le comportement des sportifs lors de la 3e mi-temps est-il déviant ? Alors dans un premier temps, déjà, il ne l'est pas. Dans un premier temps, il ne l'est pas, puisque la 3e mi-temps, par exemple au rugby, c'est très toléré, c'est la norme en fait. C'est la norme, donc
il n'y a pas de problème avec la surconsommation d'alcool. Par contre, il devient déviant, pourquoi ? Parce que la troisième mi-temps, c'est pas éternel. Il va devoir sortir, il va devoir prendre sa voiture, il va devoir rentrer chez lui, voir d'autres gens peut-être. Et donc là, effectivement, là, ça pourra devenir... L'individu pourra être vu, donc l'individu en état d'ébriété, complètement bourré, il pourra être vu comme déviant à ce moment-là, pas au moment de la consommation en fait. C'est ça la petite subtilité. Ça c'est pour la réponse. La troisième mi-temps en rugby est un moment festif où la consommation d'alcool est abondante, ce qui conduit certains sur le ce qui conduit sur le moment certains joueurs à être en état d'ébriété et donc par exemple à être dans l'impossibilité de prendre un véhicule pour rentrer chez eux sous peine d'être en infraction. Et sur le long terme aussi il y a des problèmes avec cette troisième mi-temps ou ces excès d'alcool, c'est que ça aboutit à des addictions, à de l'alcoolisme. Et ça, c'est mal vu dans la société. L'alcoolisme, le fait d'être complètement dépendant de l'alcool, c'est pas forcément très bien vu. Et là, on est vu comme déviant quand on est alcoolique. Voilà. Troisième question, je reviens encore en arrière parce que je les ai pas notées. Voilà, donc là, on voit que un acte, consommation excessive d'alcool, eh bien en fait, c'est toujours pareil, c'est comme pour les normes. On avait vu que les normes, elles varient selon les milieux sociaux, selon les moments. Eh bien, en fait, la déviance, c'est pareil, puisque comme la déviance correspond à la transgression de la norme et au constat de l'environnement qu'un individu a transgressé la norme, eh bien, du coup, ça va dépendre du moment, du milieu social, du genre aussi. On n'en a pas parlé là, mais ça joue aussi. Voilà. Et là, deuxième partie du document, on a une petite illustration d'une vieille dame. On nous dit « Les îles Caïmans sont considérées comme un paradis fiscal, pays qui applique une fiscalité réduite ou nulle, pour attirer les capitaux étrangers. » Alors, notre bonne dame, là, on va regarder la question 3. Le personnage de cette caricature présente-t-il les caractéristiques habituellement attendues chez un déviant ? Si on la regarde, c'est une mamie, enfin une dame, on ne sait pas trop quel âge elle a, peu importe, 50 ans, 60 ans, avec son petit chien, habillé correctement, et qui vient à la banque. Bon, on se dit, jusque-là, elle n'a pas les attributs extérieurs, comme ça, à première vue, de quelqu'un qui serait en train de commettre des actes déviants. Donc, elle n'est pas vue comme déviant, a priori. Pour autant, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la question 4 ? Là, pourquoi son comportement est-il néanmoins déviant ? Eh bien là, c'est ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, justement, c'est qu'elle planque de l'argent, elle ne déclare pas aux impôts, donc c'est illégal, c'est une délinquante. C'est une délinquante qui planque son pognon pour payer moins d'impôts. Et donc elle est déviante factuellement. La question, c'est est-ce qu'elle sera vue comme déviante ou pas par la société ? Est-ce qu'elle sera étiquetée comme déviante ? On ne sait pas. Mais son comportement, si on prend factuellement par rapport aux normes et aux normes juridiques, lui, il est déviant. Voilà. Même si elle paraît pas comme telle, elle n'est pas vue comme telle. Voilà. Donc là, elle sera ce qu'on appelle les secrètement déviants. Si on reprend, je vais revenir en arrière, voilà. Ça, c'est le tableau de Becker. Si on reprend le tableau, il y a des individus qui transgressent les normes, mais qui sont non perçus comme déviants. Becker, lui, les appelle les secrètement déviants. Eh bien, notre bonne dame, là, elle est secrètement déviante, puisqu'elle n'a pas les attributs des déviants habituellement, mais pourtant, elle l'est. Si je vous lis ma réponse, ce personnage est aux antipodes de la figure traditionnelle du déviant. C'est une femme âgée, milieu social favorisé, du personnel sans service, etc. Bon, on se dit, ok, c'est une bourgeoise, bon, très bien. Donc les îles Caïmans sont connues pour être un paradis fiscal, l'argent va échapper aux impôts, ce qui est illégal, et donc ça c'est de la délinquance qu'on appelle financière. Et plus généralement on parle de délinquance en col blanc, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis au cours de ces activités courantes par un individu bénéficiant d'une respectabilité et d'une position sociale élevée. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, la délinquance en col blanc c'est quoi ? Ce sont des gens qui ont du pouvoir et qui, habituellement, font des choses illégales qui sont pas vues. Et des choses illégales qui ne correspondent pas à la petite délinquance qu'on connaît, les vols, les agressions, etc. C'est une autre forme de délinquance. Généralement, ça concerne l'argent. Ça concerne l'argent. Alors, ça peut être de la fraude fiscale, ça peut être d'autres choses, ça peut être trafiquer des comptes
pour les entreprises. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de manières de détourner l'argent, globalement. Et c'est ça qu'on appelle la délinquance en col blanc. Les cols blancs, pourquoi ? Le col blanc, ça fait référence à la chemise blanche qu'on a quand on porte un costume. Souvent, en dessous, on met une chemise blanche. Et donc, le col est blanc. Et c'est à l'opposé du col bleu. Et le col bleu, ça fait référence à l'ouvrier. Pourquoi ? Parce que ça fait référence au bleu de travail, à la tunique qui est souvent bleue. Dans certains milieux, alors aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais l'expression est venue de là. Il y avait l'école bleue, donc les travailleurs manuels, et l'école blanc, les travailleurs en costume, qui étaient plus diplômés, qui avaient plus d'argent. Et donc notre délinquance en col blanc, ça peut être aussi la délinquance politique, hein. Manipulation d'élections, acheter des voix pour être élu dans une commune, etc. Il y a plusieurs manières d'être délinquant en col blanc, et pour autant ils n'ont pas extérieurement, les personnes qui font ça, les attributs habituels des délinquants. Et pour autant, ils en sont. Dans les hommes politiques, il y en a un paquet. Certains se sont fait attraper, pas tous. Et pareil, dans le monde financier, des banques, etc., il y a des gens qui trafiquent. Il y a des gens qui font de la fraude fiscale dans plein d'entreprises, notamment les grosses entreprises. Dans les petites, c'est plus difficile. Et donc voilà, ce qu'on appelle les délinquants en col blanc, c'est une autre forme de délinquance. Et qui fait pas du mal directement à une personne, mais ça fait du mal à la collectivité, puisque comme c'est de l'argent qui disparaît pour les impôts, eh bien tout le monde est victime en fait. Il n'y a pas une victime directe, mais en fait la victime est collective, puisque c'est de l'argent en moins pour le budget de l'État, donc pour les services publics notamment. Voilà. Et la délinquance en col blanc en France est souvent sous-condamnée. Alors la délinquance est globalement sous-condamnée, sauf certaines, notamment la petite délinquance pour tout ce qui est petit trafic de shit. Là, comme il y a ce qu'on appelle une politique du chiffre, on en reparlera dans la 3e partie, il peut y avoir une surcondamnation pour des petits trafiquants, mais globalement, la grosse délinquance, les viols, les grosses agressions, la délinquance en col blanc, celle qui fait le plus de mal à la société, souvent, elle est quand même assez sous-condamnée en France. Et la délinquance en col blanc en fait partie. Récemment, il y a un homme politique français qui est maire d'une commune près de Paris, qui s'appelle Patrick Balkany, qui a été pourtant condamné à multiples reprises. Et bien, la seule fois où on a cru qu'il allait aller en prison, comme il est vieux, ils l'ont fait sortir. Donc en fait, les délinquants financiers ou en col blanc finissent rarement en prison. Ce qui est un problème, hein, parce que la prison, ça fait peur. Et du coup, ces individus-là se sentent un petit peu intouchables. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, pour résumer, la déviance n'est pas uniforme. La déviance, elle prend différentes formes. On a vu une déviance liée à l'alcool, une déviance liée aux impôts. Donc vous voyez qu'il n'y a pas... La déviance, elle peut concerner plein de sujets. Les normes varient d'un milieu social à l'autre, il est donc normal qu'il en soit de même pour la déviance qui correspond à la transgression de ces normes. Donc jusque-là, on l'a déjà vu, tout va bien. Elle peut revêtir des formes plus discrètes, on l'a vu, il est plus difficile d'identifier comme déviant un individu alcoolisé. Ouais, s'il dit rien, quelqu'un qui marche dans la rue ou qui est au volant, comment vous voyez qu'il est déviant ? Difficile à identifier. Non, qu'est-ce que je raconte ? Je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Oui, ça derrière son volant. Par contre, dans la rue, quelqu'un qui est complètement bourré, qui titube, oui, ça se voit tout de suite. Idem pour quelqu'un de drogué ou un agresseur. Là, on voit tout de suite la déviance. Mais justement, au volant, on voit pas forcément. Là, l'individu alcoolisé, ça peut être caché. Certaines formes de déviance sont moins visibles, comme la délinquance en col blanc, qui ne peut être constatée que par des autorités spécialisées. Et oui, certaines formes de déviance peuvent être vues par tout le monde, d'autres non. Notre bonne femme, là, qui planque son pognon, là, elle, il n'y a que le fisc, que les organisations officielles qui contrôlent les déclarations d'impôts, qui peut le constater, et la société ne peut pas le voir sinon. Voilà. Ça, c'est un petit schéma pour montrer les étapes de carrière déviante selon Becker. Donc la carrière déviante, on va le voir. On va voir juste après qu'est-ce que c'est que cette carrière déviante. Plusieurs étapes. Commettre une transgression occasionnelle. Ça, c'est le premier acte. Ensuite, on commence à développer des goûts et des habitudes de déviant. On se dit, bon, moi je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux ? Finalement, c'était pas pire.
Donc les transgressions vont commencer à se répéter et elles vont un petit peu se normaliser. En se normalisant, on va finir par apprendre des techniques déviantes, peu importe le type de déviance en fait, qui vont être spécifiques. On va commencer à prendre goût à ces pratiques et aussi à connaître les méthodes pour ne pas se faire attraper. Qu'est-ce qui va se passer aussi quand on commence à répéter les actes ? On peut rentrer dans une sous-culture déviante. Alors qu'est-ce que c'est que cette sous-culture déviante ? En fait, ce sont toutes les pratiques et tous les codes qui sont liés à une déviance. Typiquement, si vous regardez, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on peut... là, si on prend le cas de Howard Baker, lui, il avait parlé des jazzman noirs américains. Ils avaient une manière de s'habiller, une manière de parler, une manière de vivre en bande. Ils fumaient tous du cannabis. Enfin, c'était pas du cannabis, c'était de la marijuana, c'était de l'herbe. Donc voilà, ils avaient une sous-culture, des codes propres à eux. Et aussi, rentrer dans une carrière déviante, c'est-à-dire avec la répétition, ça va être aussi... l'individu va être amené à être désigné comme déviant, à être étiqueté. Et donc son identité aux yeux de la société va changer. Elle va changer, il va être donc étiqueté, et ça peut amener à de la stigmatisation, évidemment. Le contrôle social va jouer ensuite, et donc le contrôle social va stigmatiser, on va dire lui il est déviant, il faut le sanctionner d'une manière ou d'une autre. Et un individu va pouvoir même se renfermer encore plus dans ce processus de déviance. Typiquement, plus l'individu est rejeté par la société, plus il peut se maintenir dans cette culture, cette sous-culture déviante. Alors les étapes peuvent un petit peu bouger, parce que l'individu peut d'abord être étiqueté, l'individu peut d'abord prendre goût, l'individu peut d'abord rentrer dans la sous-culture, enfin l'ordre, à part les premiers actes, l'ordre exact peut un petit peu varier. Soit l'étiquetage vient d'abord et ça renforce la pratique, soit l'individu se renforce d'abord de lui-même parce qu'il prend goût, et ensuite il est étiqueté par la société. Voilà, ça c'est dans un ordre ou dans l'autre, peu importe. Donc cette idée de carrière déviante, c'est que la transgression se répète et devient un mode de vie. C'est ça l'idée, et on va le voir de manière illustrée. Dans l'activité 5. L'activité 5, on va parler d'une carrière délinquante. Et donc on y va, alors ça vient d'où ? C'est un petit ouvrage de témoignage sur quelqu'un qui était chef de gang, justement, et qui a fait une carrière déviante. Là, il fallait relever les étapes. Alors les étapes, la première étape, les premiers actes de déviance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premiers actes de déviance ? Nous avons un individu qui traîne avec des gens, là, on va regarder dans le texte. Attendez, hop. Traîner avec des gens comme moi, un peu rebelle. Où est-ce qu'on l'a ici ? Voilà. Un style de vêtements agressif. Et puis, ces vêtements-là, il les a volés. Voilà. Donc ça, c'est les premiers actes. Ça, c'est le tout début de la déviance. Et de la délinquance, parce que ça, c'est une déviance qui est délinquante aussi. Changement de style vestimentaire. Premier vol. Voilà. Deuxième idée. Étiquetage et renforcement dans la déviance. Là, on a de la prison. On a une réputation qui commence à apparaître pour cette personne. On a des nouvelles affaires, ça va se reproduire. Il va être mis en relation en prison et en dehors avec des délinquants, on va dire, professionnels, qui sont vraiment dans une carrière déviante. Les actes deviennent plus graves aussi. Donc là, on a un renforcement de la déviance. Et ensuite, la toute dernière étape, là, c'est l'individu va embrasser, en fait, va vraiment rentrer dans cette carrière déviante. Cette carrière déviante, il a commencé, donc les contacts qu'il avait ont commencé à faire appel à lui de manière régulière. On a dans le texte, où est-ce que c'est ? Voilà, c'est en fin de texte. Ensuite, il a fait appel à moi régulièrement. C'est à partir de là que les choses ont changé dans mon esprit, que j'ai commencé à braquer et à faire des trafics. Donc là, il embrasse vraiment la carrière déviante, ça devient son mode de vie. Ok, il a un mode de vie déviant, un mode de vie délinquant. Voilà. C'est ça une carrière déviante. Puisqu'il y a des individus qui, dès les premiers actes, s'arrêtent. Et d'autres restent dans les actes de déviance ou de délinquance et finissent par embrasser une carrière, ce qu'on appelle une carrière déviante. Voilà un petit peu le processus. Certains, effectivement,
à l'adolescence commence une petite carrière déviante avec un style vestimentaire, un petit peu avec des codes un petit peu rebelles, quelques actes isolés, on va dire, de petite délinquance, et ça s'arrête là. C'est le petit frisson adolescent, on va dire. Et d'autres, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, d'environnement social, de lieu de vie, ça peut être aussi d'échec scolaire qui peut renforcer ça, et bien tout ça peut amener, dans ce qu'on voit là, à une carrière déviante. On se doute que notre individu, là, lui, il n'a pas un bac+5 avec un boulot bien payé. On se doute bien que pour arriver à ça, il y a aussi un parcours scolaire et professionnel qui n'est pas en réussite de l'autre côté. Attention, on a vu la délinquance en col blanc, on peut faire une carrière déviante, être un vrai délinquant et être très diplômé et avoir de l'argent, et avoir de l'argent gagné dans des boulots respectables, entre guillemets. On a aussi ce genre de carrière déviante. Un homme politique corrompu ou qui fait de la magouille toute sa vie, il fait une carrière déviante, c'est juste que c'est une autre forme de déviance, mais c'est aussi une carrière. Voilà. Dernière activité sur cette partie-là, la déviance, elle peut évoluer en fait. Il y a des individus qui vont chercher à faire évoluer la morale et à faire évoluer les normes. C'est ce qu'on a dans ce texte. On va s'intéresser aux entrepreneurs de morale, à ceux qui cherchent à faire changer les normes d'une société pour faire changer la déviance. Alors, soit rendre déviant des choses qui ne l'étaient pas, ou alors soit à l'inverse, les entrepreneurs de morale peuvent aussi rendre normales les choses qui sont vues comme déviantes, peuvent vouloir faire ça. Voilà. On y va. En quoi les châtiments corporels peuvent-ils être vus comme normaux ? Alors, les châtiments corporels, là on parle donc d'éducation, on parle d'enfants et d'adultes a priori. Vus comme normaux, alors normaux dans le sens où ils sont un petit peu la norme, c'est-à-dire que il est fréquent qu'un parent mette une fessée, par exemple, à un enfant. C'est assez normal au sens statistique du terme, c'est que c'est fait très régulièrement dans plein de milieux sociaux. La fessée, la tape sur la main ou la claque, elles peuvent être vues, ces châtiments peuvent être vus comme normaux car ils sont régulièrement utilisés par les parents. Ils ne font pas l'objet d'un contrôle social informel particulier. Et oui, si vous mettez une fessée à votre enfant dans un magasin, les gens autour, ils vont pas réagir. Il n'y aura pas de sanction sociale. C'est-à-dire que c'est vu comme étant la norme. Ils peuvent être vus comme déviants s'ils dépassent une certaine intensité. Effectivement, si vous retournez une grande claque avec élan à un enfant de 3 ans, où là vous allez vraiment lui faire mal physiquement, parce que normalement une fessée, une tape sur la main, voire même une petite claque, c'est pas vraiment la douleur qui est importante, c'est mentalement ce que ça crée pour l'enfant. Ce qui d'ailleurs peut être plus violent à terme que la douleur physique, la douleur mentale, mais en tout cas le but n'est pas de faire très mal à l'enfant, c'est pas le but. Un parent qui commence à faire très mal à un enfant, là, il sera vu comme déviant. Ça c'est pas normal. Peut-on dire que les châtiments corporels sont devenus déviants ? Alors le texte, lui, nous parle de lois qui changent et qui interdisent les sévices corporels. Donc, quelque part, ils sont devenus déviants du point de vue juridique, car la loi interdit toute forme de sévices corporels. Donc là, on a une distinction entre une norme sociale et une norme juridique. Socialement, il y a un certain niveau de sévices corporels qui est toléré, qui est vu comme normal. Passer un certain niveau, c'est pas vu comme normal, c'est vu comme de la violence. Et pour autant, juridiquement, tous les sévices corporels, même plus faibles, sont interdits. Donc là, on a un écart entre la norme sociale et la norme juridique. Et donc, du point de vue juridique, c'est une déviance. Attendez, je vais un peu trop vite, voilà. En quoi les organisations évoquées dans le texte sont-elles des entrepreneurs de morale ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Entrepreneurs de morale, groupe plus ou moins organisé qui dénonce telle ou telle norme, tel comportement, qui promeut d'autres comportements qu'ils jugent meilleurs.
Et bien là, nous avons ce qu'on appelle des associations qui vont lutter contre les sévices corporels, contre la violence, pas conjugale mais parentale, notamment des groupes qui sont anti-VEO. Alors VEO, ça veut dire violence éducative ordinaire, donc les fessées, les claques, etc. Ou d'autres formes non physiques, comme l'humiliation par exemple. Donc voilà, donc ces groupements de personnes, ces associations, sont des entrepreneurs de morale. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent, par leur lutte, par la communication, par leur influence, à faire changer les comportements et à faire changer les lois. Donc à rendre déviants des actes qui pour l'instant sont pas tellement vus comme déviants du point de vue social et moral. Juridiquement, on a vu que le moindre sévice corporel était vu comme déviant, mais dans la société, une fessée, tout le monde s'en fout. Eh bien, ces groupements d'associations, par exemple, ces personnes sont des entrepreneurs de morale parce qu'ils veulent que la société voit ces comportements comme étant des comportements déviants. Donc ils vont quelque part avoir un discours très moral en disant bah c'est pas bien, il faut changer ça. Voilà pourquoi ils sont des entrepreneurs de morale. Ils veulent changer la morale en fait. Voilà. Ils peuvent faire pression sur les hommes politiques aussi, hein, ces associations. Un entrepreneur de morale, donc là c'est une définition réduite que vous pouvez garder vous pouvez retenir, est une personne qui cherche à influencer un groupe de personnes dans le but de lui faire adopter ou maintenir une norme. Voilà. Donc on veut changer la norme, donc quelque part changer ce qui est toléré, ce qui n'est pas toléré. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième partie sur les multiples formes de déviance. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la troisième partie qui portera sur la délinquance, cette forme particulière de déviance.